Le 15 septembre 1919, les gouvernements britanniques et français s'accordent sur le partage de l'Empire ottoman au Moyen-Orient. Après des mois de tergiversations en marge de la conférence de paix de Versailles, Clémenceau a lâché la région de Mossoul riche en pétrole et le Britannique Lloyd George a accepté la tutelle française sur le reste de la Syrie et le Liban. D'après les témoignages que nous avons, il se retire dans une petite pièce et Lloyd George lui dit « Alors, êtes-vous prêt à nous céder Mossoul ?» Clémenceau répond « Il n'y a pas de problème ». Et pourquoi est-ce que les Anglais tenaient à Mossoul? C'est tout simplement parce que les Allemands avaient découvert, peu de temps avant la guerre de 14, du pétrole. Et Lloyd George continue en disant, et Clémenceau d'ailleurs lui répond, mais avez-vous encore une autre exigence? Bien sûr, lui répond Lloyd George. Nous voulons la partie concernant la Palestine. Vous l'aurez, dit Clémenceau. 3 ans auparavant, en pleine guerre contre les Turcs engagés aux côtés de l'Allemagne, les Alliés s'étaient pourtant déjà répartis leurs zones d'influence dans la région avec les accords secrets de Sykes-Picot. Lors de la Première Guerre mondiale, en prévision d'une victoire sur les Turcs, les Britanniques et les Français ont respectivement chargé Mark Sykes et François-Georges Picot de négocier leur zone d'influence au Proche-Orient. Le 16 mai 1916, un dernier échange de lettres entre alliés scelle l'accord secret Sykes-Picot sur le partage de l'Empire ottoman. En 1914, l'Empire ottoman est précisément entré en guerre aux côtés de l'Allemagne pour réaffirmer son autorité sur les provinces arabes et s'affranchir de la tutelle des puissances coloniales. Mais les Britanniques s'emploient à soulever les Arabes contre les Turcs et promettent au shérif de la Mecque et à la dynastie hachémite un grand État arabe indépendant s'ils se retournent contre l'Empire ottoman. Ces deux zones, vous Français, on les donnera à Hussein nominalement, mais en fait c'est vous qui aurez à l'administrer. Et la zone B, on la donnera aussi à Hussein, nominalement, mais c'est nous Anglais qui l'administrerons, parce que les Arabes sont incapables de se débrouiller tout seuls. Et puis alors il y avait une dernière zone, qui était très importante, toute petite mais très importante, c'est la zone de Jérusalem, et là, on avait décidé d'internationaliser cette zone. C'était la zone des lieux saints, avec Jérusalem, Bethléem, Nazareth, etc., etc. Bon. À partir de 1917, les Britanniques vont de succès en succès sur les fronts du Proche-Orient et n'ont plus l'intention de s'en tenir aux accords Sykes-Picot. Londres veut la main sur la Palestine et exige l'extension de l'Irak aux champs pétrolifères de Mossoul. Très vite, la rivalité franco-anglaise et les intérêts dans le pétrole ont enterré la promesse d'un vaste État arabe sur le croissant fertile. La première chose qui s'est passée, c'est que les accords Sykes-Picot n'ont pas été appliqués. Ils n'ont pas été appliqués dès le départ. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont jamais voulu que ces accords soient appliqués. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour les torpiller, en particulier pour torpiller le fameux condominium franco-anglais sur Jérusalem et sur les environs. À la fin de la guerre, Londres résiste donc d'abord aux prétentions françaises et soutient Faisal, le prince hachémite qui tente de négocier son royaume à Damas. Menacé par une révolte en Égypte, et pour éviter une dégradation des relations avec la France, les Britanniques choisissent finalement de se retirer de la Syrie en laissant Faisal et les nationalistes qui ont proclamé l'indépendance dans un face-à-face tendu avec les troupes françaises du général Gouraud, nommé haut-commissaire. Et c'est ainsi que les Français, enfin que le gouvernement français représenté par Clémenceau, parce que les Français n'ont jamais été consultés, bien sûr, comme il se doit dans toute démocratie, les Français ont abandonné le condominium qu'ils avaient sur la Palestine. Et pourquoi? Parce que les Juifs l'exigeaient. Les Juifs savaient que les Français, protecteurs des chrétiens, en vertu de leur vieux protectorat catholique qui remontait à François Ier, les Français risquaient de leur mettre des bâtons dans les roues. Tandis qu'ils savaient aussi que les Anglais s'arrangeraient pour ne leur faire aucune difficulté. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En avril 1920, la conférence de San Remo octroie officiellement le mandat à la France, libérant ses ambitions coloniales. Le général Gouraud peut marcher sur Damas, écraser l'armée syrienne et chasser Faisal du pays. Quand on parle
d'une révolution en Syrie. D'abord, c'est une honte pour la révolution d'abord, parce que ça c'est anti-révolutionnaire essentiellement parlant. Et ça ne veut pas dire que ce qui règne est bon, non. Moi, je parle dans le contexte historique. Mais une dictature individuelle, c'est une chose. Et une dictature massive de religion est une autre chose. Au bout de 4 ans de guerre, en tout cas, ils nous disent tous on subit une guerre qu'on ne comprend pas, surtout. C'est vraiment, on ne comprend pas les enjeux. Ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas comment ça, on a pu en arriver là en Syrie. Et il y en a qui ont participé aux manifestations au début, qui nous ont dit mais nous, c'était des revendications sociales. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas en Syrie, comme dans n'importe quel pays. Donc la population, au bout d'un moment, demande moins de corruption, plus d'aide sociale. Enfin, voilà, il y avait des revendications qui étaient les mêmes qu'elles peuvent être dans n'importe quel pays. Mais si on avait su ce que deviendraient ces manifestations, jamais on n'y aurait participé. Personne n'a voulu cette guerre en Syrie. Et donc, il ne s'explique pas, en fait, comment les manifestations ont dérapé, et surtout aussi rapidement. Alors, ils ne s'expliquent pas, et en même temps, ils ont des pistes d'explication en disant, en fait, ça a été totalement instrumentalisé par l'étranger. Pour la Syrie, la politique de la France a toujours été la même dans cette guerre syrienne, ce qui les a énormément déçus, parce que la France restait quand même pour eux le pays qui avait dit non à la guerre en Irak. Et ils ont été très étonnés, en fait, de ce... retournement. Oui, que la France se couche comme ça devant les États-Unis et adopte exactement la même politique. Je peux vous dire, le peuple syrien fait parfaitement la différence entre les États et les peuples. Ça, c'est un point important. Et sans arrêt, n'importe quelle personne dit « Nous, on aime beaucoup les Français, mais on n'aime pas le pouvoir de France. » Les forces de l'Occident ne s'intéressent plus qu'à leurs intérêts. Je ne comprends pas, franchement, la situation, ou bien la politique d'une France qui est le pays de Baudelaire et de Rimbaud et de Mallarmé et de la Révolution française, qui frappe les fondamentalistes à Mali et qui les soutient en Syrie, par exemple. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez l'impression, Adonis, d'être mieux compris qu'il y a 2 ans? Parce qu'il y a 2 ans, vous nous douchiez, si j'ose dire. Nous avions tous des espoirs, peut-être naïfs, dans la révolution arabe. Et vous n'y avez jamais cru. Et alors, du coup, certains commentateurs allaient chercher dans votre biographie en disant « Oh, mais c'est parce qu'il est né en 1930, la même année que Hafez el-Assad, qu'il est d'origine alawite, etc. » Vous n'avez jamais eu de bonté particulière pour Hafez el-Assad? Je n'ai jamais rencontré Hafez el-Assad. Jamais. Et j'étais toute ma vie contre ce régime. Toute ma vie. Et c'est pourquoi j'ai quitté la Syrie à partir de 1956. Je n'ai jamais été... j'ai jamais travaillé, ni avec le régime, ni avec... absolument pas. Il y en a encore beaucoup qui ne soutiennent pas ce gouvernement. Mais il se trouve que dans une guerre, ils disent dans une guerre, on réfléchit différemment. Et aujourd'hui, il n'est pas question de... c'est pas un choix politique, c'est une question de survie, en fait. C'est soit on abandonne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait tomber aujourd'hui le gouvernement syrien et la Syrie sombre dans le chaos, comme ça a été le cas pour l'Irak, soit on règle d'abord le problème aujourd'hui, qui est le risque imminent de chaos en Syrie, et ensuite on pourra parler politiquement. Et c'est ça, en fait, que les Syriens n'ont pas compris. Ils ont dit, mais que la France, à la limite, ne soutienne pas le gouvernement au début de la guerre, le gouvernement syrien, pourquoi pas? C'était même pas ce qu'on lui demandait. Mais comment est-ce qu'elle s'est dit, on va armer des djihadistes qui, inévitablement, les djihadistes, on sait ce qu'ils font. On n'a pas attendu la guerre en Syrie pour savoir ce qu'ils faisaient, quoi. Donc ça, ils ont vraiment du mal à le comprendre, pardon, et là, il y a une vraie colère chez eux. En disant, mais qu'est-ce qui vous a pris? Ils disent, effectivement, c'est quand même étonnant, que les peuples qui ont compris les choses n'aient pas plus d'influence sur leur propre gouvernement. Ça, ils s'en étonnent. Ils s'étonnent du fait qu'ils disent « Ah, mais si c'est la démocratie, comment ça se fait que le peuple n'arrive pas à imposer son point de vue ?» Les droits de l'homme ont été énoncés par l'ONU
à peu près à la même époque où la charte de l'ONU a été créée. Or, la charte de l'ONU, elle est basée, elle est fondée sur le respect de la paix, d'abord, par le respect de la souveraineté nationale. Le principe étant que si on ne respecte pas l'égale souveraineté des États, alors on permet aux États, forcément les plus forts, parce qu'il n'y en a pas d'autres, de s'ingérer dans les affaires intérieures des plus faibles, et c'était une des causes de la Deuxième Guerre mondiale, puisque Hitler ne se gênait pas pour s'ingérer dans les affaires de l'Autriche, de la Tchécoslovaquie, etc., et de la Pologne. Alors après, il y a eu la décolonisation, qui n'a fait que renforcer ce sentiment, parce que les pays décolonisés, la dernière chose qu'ils voulaient, c'était que les ex-colonisateurs s'ingèrent dans les affaires intérieures. Et l'ingérence, c'est pas seulement les guerres, d'accord? L'ingérence, c'est les élections achetées, les oppositions qu'on paye, les ONG qu'on envoie faire des travaux, des choses plus ou moins indiscutables, les sanctions unilatérales, etc., comme on le fait contre Cuba, contre l'Iran, etc. C'est vrai que la position de la Syrie aussi au centre de passage et au centre du Moyen-Orient, en fait, et du lieu de passage entre l'Est et l'Ouest, obligatoirement, avec la montée de la Chine et de la Russie, donne aussi à la Syrie une importance encore primordiale, je dirais, dans le conflit qui pourrait opposer les Américains à la Russie et à la Chine. C'est pas au conflit, puisque ce sont les Américains qui refusent tout aux autres, alors que les Russes et les Chinois, ils travaillent en fait sur un mode de gagnant-gagnant avec tous les pays avec lesquels ils travaillent, notamment avec la Syrie. Donc c'est un pays ami. Ils travaillent avec nous dans le respect le plus total. L'Iran, pareil, travaille avec nous dans le respect de nos intérêts. Et c'est toujours des contrats gagnant-gagnant et c'est toujours un véritable partenariat. Alors que les Américains et les Occidentaux n'acceptent que des laquais. Et le temps des laquais, c'est terminé. Donc un laquais, c'était un valet portant une livrée, c'est-à-dire un uniforme aux couleurs, aux armes de son maître. C'est un mot qui est apparu dans la langue française au XVe siècle, qui est devenu très péjoratif au XVIIIe. Il est bloqué dans le sas, là. Il vous ouvre pas? Non. Ah. Donc, ouais. Et donc l'expression « mentir comme un laquais », c'est une expression qui est apparue au XVIIIe siècle, et aujourd'hui, laquais désigne une personne servile qui se rend par exemple ventre à terre au dîner du siècle, comme David Pujadas. Bien sûr, faites-vous plaisir. Et Pujadas qui disait dans 8 journalistes en colère, vous vous souvenez dans 8... Le président syrien l'a dit d'ailleurs face au du siècle là, qui est tout sauf un imbécile, mais c'est un laquais de très haut niveau. L'autre, il lui a dit, mais de toute façon, la France, il a dit, oui, mais vous savez, en France, on pense que, je sais pas quoi, il a dit, mais la France n'est plus rien, vous êtes grotesque, vous êtes ridicule, c'est vrai. Good evening, Mr. President. I'd like to start straightforward. For most French, pour une grande partie de la France, vous êtes en large part responsable du chaos qui règne en Syrie à cause de la brutalité de la répression qui a été menée ici depuis 4 ans. Si ce que vous venez de dire était vrai, comment un gouvernement ou un président qui a agi de façon brutale envers sa population, tué ses concitoyens et affronté les pays et les forces politiques les plus puissants au monde, bénéficiant des pétrodollars des pays du Golfe, comment un tel président aurait-il pu résister pendant 4 ans ? Est-il possible d'avoir le soutien de son peuple quand on est brutal avec lui ? Pensez-vous que la Syrie est une démocratie aujourd'hui? Pensez-vous que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent? Non. Nous étions sur la voie de la démocratie. C'est un long processus. Il n'y a pas un point que vous atteignez et vous dites « c'est ça la démocratie ». Si vous voulez nous comparer à l'Occident, à la France et à d'autres pays, je dirais non. Vous êtes certainement bien plus avancés que nous en raison de votre histoire et de plusieurs circonstances et facteurs. Mais si vous voulez nous comparer à votre ami le plus proche, l'Arabie Saoudite, je dirais bien sûr que nous sommes une démocratie. Ça dépend donc avec qui vous nous comparez. Selon le rapport Amnesty 2003, le système politique saoudien poursuit la persécution des opposants, les discriminations de la minorité chiite, celle des femmes, les violations quotidiennes des droits individuels et un recours répandu à la torture. Et pourtant, il y a peu de condamnations politiques du régime saoudien.
François Hollande est là pour parler des enjeux du Moyen-Orient, du Rafale, mais pas des horreurs du régime saoudien. Un article qui rappelle un certain nombre de vérités sur le régime saoudien, le seul pays du monde dans lequel les femmes n'ont pas le droit de conduire, où la peine de mort se pratique couramment, où Internet est muselé. Alors évidemment, c'est un petit peu paradoxal de voir un François Hollande qui mène la guerre contre le djihadisme, notamment au Mali ou même sur le territoire français, aller à la rencontre de ceux qu'on considère comme la principale source d'inspiration des djihadistes à travers le wahhabisme saoudien. Paris et Riyad sont également actuellement en discussion sur de gros contrats militaires qui se chiffrent en milliards d'euros. Parmi les puissances, la France est particulièrement contre vous. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Si vous voulez avoir la réponse véritable et transparente, je vous dirais parce que le gouvernement français signe des contrats avec le gouvernement d'Arabie Saoudite et pour ça il reçoit beaucoup d'argent et vend ses positions. Vous voulez dire que la France est achetée par l'Arabie Saoudite ? Absolument, il n'y a aucun doute. Je vous parle franchement de ce qui se passe. Parce que la position que la France prend de soutenir des pays comme l'Arabie Saoudite contre un pays tel que la Syrie qui ressemble beaucoup plus à un pays européen, avec les droits des femmes et un système pluraliste. Cette position de la France n'a pas de sens. Quand le président Hollande a visité l'Arabie Saoudite il y a un mois, ils ont dit qu'ils ont signé des contrats pour je ne sais combien de milliards de dollars. Et des contrats ont été signés par Adler, Itron, Assystem, Bona, Movichem, EDF, Veolia, Areva. Et après cela, le gouvernement français a pris des positions beaucoup plus dures contre le gouvernement syrien, soutenant des terroristes qui sont armés, financés et encouragés par l'Arabie Saoudite. La famille des Saouds, c'est une petite famille du désert qui s'est fondée sur un homme soi-disant réformateur qui n'a pas beaucoup écrit. Pour ainsi dire, il n'a rien écrit. C'était un sage du désert qui leur a dit qu'il faut réformer l'islam. Vous cherchez ses ouvrages, il n'a que des ontologies, des dits du prophète, c'est tout. Ce Abdel Wahhab, fondateur du wahhabisme, n'a pas laissé grand-chose au niveau de l'écrit. Bon. Et alors comment on tolère que cette famille règne, prenne les terrains, enfin les territoires d'autres peuples arabes, hérite de tout ce pétrole pour nourrir le terrorisme au niveau mondial et islamiser le monde? J'ai rien contre l'islamisation, mais il faudrait une islamisation rationnelle de foi et non pas de guerre sainte où on pousse les gens à se massacrer entre eux en Afrique ou ailleurs. Les grands courants du terrorisme aujourd'hui, en premier lieu, historiquement, c'est le wahhabisme qui est né au XVIIIe siècle. Alors, je renvoie ceux qui m'écoutent à n'importe quel article sur l'évolution du wahhabisme. En gros, au XVIIIe siècle, il s'attaque au mausolée chiite en Irak, il pille la Mecque et Médine et commence une expansion vers le nord. Se révolte contre le califat ottoman. Là, le calife ottoman charge Mohammed Ali, qui était le roi d'Égypte, pour lutter contre eux. Mohammed Ali envoie son fils Ibrahim Pacha à la tête d'une grande armée. Il bat les wahhabites et il marche même vers Constantinople, comme on dit. Là, les Anglais et les Français interviennent pour stopper. C'était les premiers faits de guerre entre l'expansionnisme des wahhabites comme secte religieuse et les pays voisins. C'est l'État en quelle année ça? C'est les années 1918. Voilà, les 1918, voilà, c'est ça. Tu n'étais pas venu toi en 1918.
Je ne vois pas pourquoi à un moment donné on serait offensé parce que je critique l'Arabie Saoudite, qui à mon avis, quand on voit les élites saoudiennes, tu es allé à Marbella voir la famille royale d'Arabie Saoudite à Marbella? C'est ça que je suis pas trop d'accord avec vous, c'est pas ça que vous critiquez en envoyant des petites vannes comme ça, justement. Ah ben, excuse-moi, moi je respecte une religion par les gens qui la pratiquent. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand je vois qu'un type se tient de façon exemplaire, il vit de façon exemplaire, et on me dit c'est un musulman, je me dis un musulman se tient de façon exemplaire. Si je me dis tu dois respecter le roi d'Arabie Saoudite car c'est lui qui contrôle politiquement et militairement les lieux saints, et que je vois un type à Marbella qui tire des putes et qui se défonce à la cocaïne toute la journée en regardant des films porno, je me dois de dire que ce type est un traître à la religion bien comprise, que c'est humainement une ordure et que je lui pisse à l'arrêt. Abdelaziz bin Abdurrahman al-Faisal هو الذي أقر لبريطانيا اللا مانع لديه من إعطاء فلسطين لليهود المساكين عام 1915. التصفيق لي أم له لأنه قدم فلسطين؟ Chanel 275. Il faut les citer. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Alors, ils ne se contentent pas seulement de payer les footballeurs du Paris Saint-Germain, mais comment je vois le Qatar se préoccuper de la situation dans nos banlieues. Et l'Arabie Saoudite, quelle est la tolérance religieuse de ces pays? Ce sont des pays qui sont la négation même de l'expression démocratique. Et ce sont ces pays qui viennent s'occuper de nos affaires. Il y a une propagande salafiste. Tout le monde sait aujourd'hui que la propagande salafiste, mais pas seulement en France, hein, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, sont payés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il est à craindre, selon vous, que ce conflit s'étende dans les semaines ou mois qui viennent à d'autres pays? Et pourquoi pas à l'Europe, bien entendu? Alors ça, les Syriens, pour le coup, nous en parlent très souvent. Hein. Quand on parle de la situation en Syrie, ils nous disent « mais vous êtes quand même au courant que les prochains, ce sera vous, parce que vous n'êtes pas loin, d'abord. Vous avez vu la progression de l'État islamique, et vous avez vu le nombre de combattants qui sont chez nous, qui viennent de chez vous. Ces combattants-là, ils s'entraînent, il y en a certains qui rentreront, ça créera des vocations. Enfin, je veux dire, il est clair que le problème du djihadisme ou de l'islamisme que subit l'Irak depuis des années, que subit la Syrie depuis 4 ans, ne va pas s'arrêter aux frontières syriennes ni aux frontières irakiennes. Ce serait complètement insensé de le penser. Donc, aujourd'hui, quand on voit les terroristes dans les grands attentats du monde, la majorité de ceux qui ont perpétré ces attentats viennent d'Arabie. Ou alors, même quand c'est, que ce soit le 11 septembre, que ce soit en Afrique, c'est des gens qui ont fait leurs études au Royaume Saoudite, qui sont diplômés de wahhabisme, si je puis dire. Alors, vous voyez la dangerosité de nos liens, de nos rapports, nous autres Français, avec un royaume ultra riche, et cet aspect paradoxal. On a besoin d'eux pour leur argent, enfin, entre guillemets, mais en même temps, on essaye de fermer les yeux sur toute la propagande terroriste qu'ils répandent dans le monde. Alors, il y a un autre point, un autre courant, ce sont les frères musulmans, qui sont nés, eux, au XXe siècle. Mais, à un moment donné, les wahhabites ont aidé les frères musulmans. Suite à cela, vous savez, il y a eu le troisième courant, qui est Ben Laden et Al-Qaïda. C'est aussi né d'une synthèse, si je puis dire, entre Zawahiri, l'Égyptien, et les frères musulmans, avec Ben Laden, qui est saoudien. Et puis, pour que ce soit couronné après par le quatrième courant terroriste, qui sévit actuellement en Irak, en Syrie, en Amérique et partout, qui est Daesh ou l'État islamique. Nous devons reprendre une politique arabe intelligente. Et pour ça, parler à des régimes qui sont des verrous de stabilité. Et appuyer ce que fait la Russie, c'est-à-dire des consultations multipartites en but de trouver un accord. La diplomatie, c'est ça. Et ce n'est pas des phrases... Rien que la phrase de M. Fabius sur Bachar el-Assad ne mérite pas d'être sur la terre aurait dû lui valoir dans la journée son limogeage. Fabius du Quai d'Orsay, qui a rappelé quand même à tous les jeunes qui voulaient s'engager dans le djihad il y a quelques années. M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Le régime syrien doit être abattu et rapidement.
C'est-à-dire qu'on a validé totalement le djihad et économiquement et idéologiquement. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'est du terrorisme, c'est pas de la démocratie. Hein. C'est autoriser des gens qui sont soi-disant opposés à prendre les armes contre le pays, et surtout à leur commettre des massacres, découper les gens, couper les têtes, etc. C'est quoi ce travail? Le devoir du pays, le devoir d'un chef d'État et d'une armée, c'est de préserver la population, c'est de protéger sa population. Or, c'est ce qu'il fait. Et en fait, ça c'est considéré par les médias occidentaux comme étant le dictateur qui tue son peuple. La France soutient la coalition nationale syrienne. Sont-ils des terroristes ? Ceux qui, à l'heure actuelle, reçoivent le soutien et possèdent des armes occidentales appartiennent au groupe État islamique, armés et équipés par votre État et d'autres pays occidentaux. Votre ministre de la Défense l'a déclaré publiquement au début de l'année, en affirmant avoir envoyé des armes. Par conséquent, ceux que vous qualifiez de modérés ont diffusé en 2012, avant que le groupe État islamique n'apparaisse et que l'Occident ne reconnaisse l'existence même du Front al-Nusra, une branche d'Al-Qaïda. Ils ont diffusé des vidéos dans lesquelles ils dévoraient le cœur d'un soldat syrien, mutilaient les corps d'autres victimes, en décapitaient d'autres. Ce sont eux qui ont diffusé ces images, pas nous. Comment pouvez-vous ignorer cette réalité puisque ce sont eux qui la diffusent et vous disent que c'est la réalité ? L'opposition syrienne elle-même a jugé cette image horrible et inhumaine. L'homme figurant sur cette vidéo et se livrant à cet acte barbare a été identifié par la journaliste Sophia Amara. Elle est en ligne avec nous. Sophia, cet homme, vous le connaissez. Quel souvenir gardez-vous de lui ? Eh bien, Abou Sagar, c'est son nom de guerre, faisait partie de la brigade El Farouk, une brigade de l'armée libre que j'ai suivie pendant 10 jours à Bab Amar en décembre 2011. C'était un jeune combattant très courageux, plein d'humour, très humain et même très protecteur. Et il m'avait poussé de justesse pour éviter une ruelle pleine de snipers. Et lorsqu'il était au repos, je me rappelle de lui discutant avec les 2 membres alaouites de cette brigade. Sagar. راسم له قلب حب وكأنه أقسم بالله سوف نأكل من قلوبكم ومن كبودكم يا جنود بشار الكلب. Rêvant d'une nouvelle série et blaguant à longueur de soirée. تكبير الله أكبر يا أبطال بابا عمر تطالع قلوبهم لأكلها. L'horreur appelle l'horreur en Syrie ? Exactement. On peut tenter de comprendre sans évidemment justifier ce comportement, cette atroce parodie de cannibalisme, certes. Comment pouvez-vous savoir que vous avez le soutien de la population ? D'abord, si je n'avais pas de soutien, le peuple n'aurait pas soutenu l'armée et on n'aurait pas pu résister pendant 4 ans. Comment voulez-vous résister sans l'appui du peuple ? Peut-être qu'ils ont peur. Il y a 23 millions de Syriens. Comment peuvent-ils avoir peur d'une seule personne, ou d'un seul service de renseignement ou d'un seul gouvernement ? Ce n'est pas réaliste, c'est insensé. Mais Bachar al-Assad a réformé son pays. Lisez l'ouvrage de Richard Labévière, quand la Syrie s'éveillera. Bachar al-Assad a réformé son pays. Ça, c'est un mauvais procès que de lui faire ça. Alors, il l'a peut-être pas assez fait, etc., machin. Bon, il a peut-être pas été dans les codes démocratiques. J'estime que les pays qui vivent dans l'Union européenne n'ont plus de codes démocratiques à donner à personne. Would you do it again if you had to do it? We will do worse than this if we don't get help, a no-fly zone and heavy weapons. You've seen nothing yet. Donc, vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui s'est passé ces dernières années ? Il n'y a rien d'absolu. Il n'est pas précis de dire qu'on n'assume pas une responsabilité. Chacun a une part de responsabilité. Nous, en Syrie, nous avons nos problèmes. Le gouvernement est responsable. Chacun d'entre nous est responsable. Tout citoyen syrien est responsable. Mais là, je parle de ce qui a amené le groupe État islamique en Syrie, le chaos. Et votre gouvernement, ou si vous préférez qu'on le désigne par le terme de régime, comme ils le font pour nous, le régime français est responsable, car il a soutenu ces djihadistes en les considérant comme une opposition modérée. Donc, pour mener la guerre à Assad, au lieu d'intervenir directement, comme le demandait le président Hollande, il laisse
ce travail aux islamistes. En quelque sorte, nous sommes des alliés de ce djihadisme, tactiquement. La guerre contre la Syrie n'a pas commencé en 2011, mais au moins en 2009. L'ex-ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, a confié qu'il avait reçu des propositions des Britanniques disant on va attaquer la Syrie, en 2009 donc. Il avait refusé. Et en fait, ça commence plus tôt. Dès 2007, ça se prépare au Liban, où Bandar Sultan, un grand ami de Bush, au point qu'il va être surnommé Bandar Bush, va financer des milices terroristes extrémistes au Liban d'abord et puis en Syrie. Et ça, c'est une opération où l'Arabie Saoudite sert d'intermédiaire pour une filière terroriste organisée par les États-Unis. Je rappelle d'ailleurs que la matrice de l'islam radical, ce sont les Émirats et les pays du Golfe qui sont entièrement la main dans la main militairement avec les États-Unis. Alors il y a cette stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïques. Ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda. Hein, je suis désolé. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Et non pas ceux qui y résistent, qui étaient les nations musulmanes, si je veux pas parler du chiisme iranien, mais la Libye, la Syrie, qui étaient des pays laïques à islam majoritaire, mais avec une coexistence de religions. Les relations entre États-Unis et terrorisme, ça commence, disons, en 78. En Afghanistan, une révolution vient d'installer un gouvernement d'inspiration socialiste, le gouvernement Taraki, et c'est la meilleure période de l'histoire de l'Afghanistan. On construit des routes, on ouvre des écoles, des hôpitaux, il y a l'émancipation des femmes, les mariages d'enfants sont interdits. C'est vraiment la meilleure période pour l'Afghanistan. Ça, c'est intolérable pour les États-Unis qui veulent absolument contrôler cette zone stratégique au centre de l'Asie, d'autant plus que le gouvernement afghan nouveau est assez favorable à l'Union soviétique. Donc il faut absolument le renverser. Le problème pour les États-Unis, c'est qu'ils sortent de la guerre du Vietnam, qu'ils ont perdu lamentablement. L'occupation au sol, ça n'est donc plus possible, il serait trop impopulaire. Et donc ils vont recourir à un autre stratagème, une guerre indirecte. Avec l'Arabie Saoudite, ils vont recruter, financer, armer dans une opération secrète, la CIA, l'opération Ben Laden. Ils vont recruter 35 000 moudjahidines venus individuellement de 40 pays et ils vont former une armée de guérillas terroristes pour renverser ce gouvernement. Il va y avoir des atrocités, ça va durer des années, ça ne va pas du tout être présenté comme ça dans les médias occidentaux, mais ça va être reconnu ouvertement par Brzezinski, qui était alors le responsable de la politique internationale du président Carter, et qui va reconnaître dans une interview au Nouvel Observateur en 1998 que oui, l'opération Ben Laden, c'est les États-Unis, que la mise en route, la mise en scène du terrorisme de Ben Laden, c'est les États-Unis, et que le problème des islamistes, ils s'en fichent complètement. US National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts. La méthode qui a tellement bien marché en Afghanistan, les États-Unis vont la réutiliser contre la Yougoslavie, d'abord en Bosnie, 91-95, puis contre le Kosovo, 98-99, et ça va être dévoilé par Sibel Edmonds, qui après le 11 septembre a été engagée comme traductrice par le FBI, et qui va constater que, en fait, la CIA, le Pentagone, les affaires étrangères, ont collaboré contre la Yougoslavie avec des terroristes d'Al-Qaïda de très haut niveau et qui va le déclarer dans son témoignage, dans son livre Classified Woman. Donc on voit quelle est la constante de leur politique en fait. Après les colonisations ou la décolonisation, il y a à nouveau cette volonté de recoloniser de manière différente par le terrorisme, et le terrorisme devient l'instrument de base qui leur permet de défaire toutes les résistances des pays. Beaucoup de journalistes et d'analystes disent que vous avez favorisé l'émergence du groupe État islamique parce que c'est une opportunité pour vous d'apparaître comme un bouclier. Un rempart, un bouclier.
Mais le groupe État islamique a été créé en Irak en 2006 sous la supervision des Américains. Je ne suis pas en Irak, je n'y ai jamais été. Je ne contrôlais pas l'Irak, c'était les Américains qui contrôlaient l'Irak. Avant, il y avait le front Al-Nusra, qui fait partie d'Al-Qaïda. Et avant, il y avait les frères musulmans. Tous sont le socle sur lequel s'est appuyé le groupe État islamique pour apparaître. C'est M. Bachar el-Assad qui est à l'origine du développement de Daesh. Et passons à présent à notre entretien exclusif avec le député Les Républicains Jean-Frédéric Poisson. Parti en Libye et en Syrie, il nous livre ses impressions après sa rencontre avec le président Bachar al-Assad. Ce n'est pas moi qui ai sollicité l'entretien avec Bachar al-Assad. Cet entretien m'a été proposé par les autorités de Damas quand elles ont su que je venais sur le territoire national. Je l'ai accepté. Elle s'est passée dans des conditions parfaitement claires et limpides. Je n'ai pas de prétention autre que, un, celle de mieux comprendre ce qui se passe dans cette région du monde. 2, celle de m'affranchir d'une communication officielle, entre guillemets, dont je sens qu'elle est orientée, pour ne pas dire manipulatrice. Et 3... Vous pensez aujourd'hui que l'information en France n'est pas objective quant à la situation syrienne? Ah, je pense, oui. Oui, je pense. Je pense en particulier qu'on ne donne jamais la parole à ces Syriens qui veulent que Bachar al-Assad reste au pouvoir coûte que coûte. On ne les entend pas, ceux-là. Et moi, je les ai entendus. Alors, il y a un problème de déséquilibre, ils m'ont parlé. Il ne faut pas me dire qu'ils n'existent pas. Je sais où ils sont, je peux en emmener même, pourquoi pas, dès demain matin. Donc, et on ne les entend jamais en France. On entend que c'est comme si cet homme n'avait que des opposants. Mais comme il m'a dit lui-même, avec tout le monde qui est contre moi, enfin, si le peuple syrien ne me soutenait pas, où est-ce que je serais aujourd'hui ? Et moi, j'ai tendance à faire confiance davantage aux Syriens à qui j'en parle qu'à Al Jazeera ou à CNN quand ils décrivent la situation. Et donc, j'ai tendance à dire, si effectivement on veut des éléments d'appréciation sur cette situation, écoutons ceux qui sont concernés et laissons-leur la parole. Et quand ils parlent, ils disent ça. On attend la France, on attend qu'elle se désolidarise de la position saoudienne et on fait confiance à Bachar al-Assad pour nous protéger et seul lui peut le faire. Il y a aujourd'hui des gens en France, et parmi eux des hommes politiques, des parlementaires notamment, vous en avez reçu quelques-uns ici, qui disent qu'il faut renouer le dialogue avec vous. Quelle initiative seriez-vous prêt à prendre pour convaincre l'autre partie de la France et des Français que vous pouvez être un partenaire? Avec eux? Avec la France. Ils doivent d'abord me convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes et qu'ils ne sont pas impliqués dans l'effusion de sang en Syrie. Ce sont eux qui se sont trompés à l'égard de la Syrie. Nous n'avons tué aucun Français ni aucun Européen. Nous n'avons pas aidé les terroristes dans votre pays. Nous n'avons pas aidé ceux qui ont attaqué Charlie Hebdo. C'est vous qui avez aidé les terroristes. Par conséquent, votre pays, les Occidentaux, doivent nous convaincre qu'ils ne soutiennent pas les terroristes. Nous sommes prêts à tout dialogue, prenant en considération le fait que ceci sera dans l'intérêt des citoyens syriens. Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, écoutez, d'abord je vous permets pas de m'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Merci d'expliquer vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Donc actuellement, vous n'êtes pas intéressé par un dialogue avec la France? Non, nous sommes toujours intéressés au dialogue avec quiconque. Mais comment peut-on établir un dialogue avec un régime qui soutient le terrorisme dans notre pays? Et pour quelles raisons? C'est la question. Lorsqu'ils changeront de politique, nous serons prêts pour le dialogue. Sans ça, le dialogue n'aura aucun but. Il n'y a pas de dialogue pour le dialogue. L'objectif est d'aboutir à certains résultats. Pour moi, le résultat serait que le gouvernement français cesse son appui aux terroristes dans mon pays. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra.
Vous ne pouvez par pas dire que la l'intermédiaire France des soutient rebelles les syriens. Qaïda. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas... en Syrie alors? Soutenir Assad mais pas soutenir Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. La France et d'autres pays n'ont pas le droit de soutenir qui que ce soit dans notre pays. C'est une violation du droit international, de notre souveraineté et des valeurs dont ils se vantent, et dont certains prétendent être fiers depuis des décennies, voire peut-être depuis des siècles, parmi lesquels la démocratie. Est-ce de la démocratie que d'envoyer des armes aux terroristes et de les appuyer? Ai-je le droit de soutenir les terroristes qui ont attaqué Charlie Hebdo, par exemple? L'autre, il lui a dit, mais de toute façon, la France, il a dit, oui, mais vous savez, en France, on pense que, je sais pas quoi, il a dit, mais la France n'est plus rien, vous êtes grotesque, vous êtes ridicule. Vous savez ce que le Premier ministre français a dit récemment de vous? Un boucher? Il a dit, c'est un boucher. Que répondez-vous? Tout d'abord, je vais être franc avec vous. Personne ne prend plus au sérieux les déclarations des responsables français. Pour une simple raison, c'est que la France est devenue en quelque sorte un satellite de la politique américaine dans la région. Elle n'est pas indépendante et n'a aucun poids. Elle n'a plus aucune crédibilité. Sur la question NSA, j'allais dire la question ne m'a pas été posée, mais le président Obama y a répondu. Et concernant les États-Unis, quelle est la vision de Bachar el-Assad encore une fois? Est-ce qu'il a l'impression que les États-Unis souhaitent souffler sur les braises et laisser la situation s'enliser? Ou au contraire que, encore une fois, il y a un certain profit à faire de manière plus ou moins... Écoutez, je vais vous citer, je lui ai posé à peu près exactement la même question. La réponse qu'il m'a faite tient en une phrase. Il m'a dit, ne perdez pas de vue qu'il peut y avoir deux diplomaties, celle du département d'État et celle de la Maison-Blanche, et qu'elles ne se rejoignent pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on tire de ça, je ne sais pas. Encore une fois, je sais les Américains suffisamment pragmatiques pour préparer à l'avance toute forme de retournement et s'assurer qu'effectivement, retombons sur leurs pieds après quoi qu'il arrive. Bashar al-Assad now joins a list of Adolf Hitler and Saddam Hussein. Washington prêt à négocier avec Bachar el-Assad pour trouver une solution politique à la guerre civile en Syrie. Le conflit entre dans sa 5e année, plus de 220 000 personnes ont été tuées, 4 millions de personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins et ce chaos a favorisé l'émergence du groupe État islamique. Sur CBS, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré « Il n'y a pas de solution militaire, il y a seulement une solution politique ». Plus qu'une unité, c'est une vraie complicité entre Barack Obama et François Hollande qu'on a pu noter hier lors de la soirée passée à la Maison-Blanche par le président français. Je vois que les journalistes français et américains ont certains points communs. Avec lesquels Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. À qui le tour aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, et que faire pour la Syrie où le régime d'Al-Assad continue de réprimer et de tuer presque chaque jour? Est-ce qu'il faut se mobiliser aussi fortement? Est-ce que vous seriez prêt à vous mobiliser aussi fortement pour la Syrie que vous l'avez fait pour la Libye? À qui le tour? Bachar el-Assad. Oui, mais comment? Ou Mahmoud Ahmadinejad. Hein? Ou Ahmadinejad en Iran. Voilà, il y en a deux là qui sont évidemment dans la ligne de mire, mais pas de la France. La communauté organisée. Des méthodes meurtrières dénoncées par la communauté, notamment une organisation prépare depuis des années l'hypothétique procès de Bachar el-Assad. Elle est basée en Europe, Walid Berissoul, et vous avez rendu visite à ces enquêteurs très spéciaux qui croulent en fait sous l'épreuve. Oui, c'est une équipe qui s'est installée dans une capitale européenne dont on taira le nom pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, pour être plus sûr, ils déménagent tous les 6 mois. Et du sol au plafond sont stockés des cartons de documents du régime syrien. Il y a plus de 500 000 pages. On retrouve tout, la torture, les meurtres, les viols, les barils de TNT, les armes chimiques et le plus important, les noms. Ces documents fournissent les noms des principaux donneurs d'ordre, 24 hauts dignitaires, tous accusés de crimes. Attention. C'est un travail qui permet de fournir des dossiers clés en main à une éventuelle cour internationale. Ça veut dire qu'ils sont mandatés par personne qu'eux-mêmes, en fait, hein, c'est ça? Exactement, mais ils sont financés par plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels les États-Unis, la Suisse, le Canada, l'Union européenne, et ils travaillent de manière un peu informelle avec la Cour internationale de La Haye. Et ils sont donc basés dans une capitale européenne. Quelque part en Europe. Quelque part en Europe, merci. Un journaliste aujourd'hui est soit un chômeur, soit une pute.
John Kerry, le secrétaire d'État américain, a dit que peut-être qu'il y aura un dialogue avec le président Bachar el-Assad avant de revenir sur cette position. Vous aviez dit, ce ne sont que des mots. Moi, je voudrais des actes et je voudrais entamer le dialogue. Donc vous semblez prêt au dialogue? Bien sûr que nous sommes prêts. J'ai dit que nous sommes disposés à mener un dialogue avec tout pays dans le monde, y compris avec les grandes puissances, y compris avec la France. Mais j'ai dit que le dialogue doit s'appuyer sur une politique précise. Les fers de lance contre la Syrie ont été 1, la France, 2, le Royaume-Uni. Ce n'était pas les États-Unis cette fois qui soutenaient les terroristes en Syrie. Obama a reconnu que l'opposition modérée en Syrie est une illusion. Donc vous n'avez pas de message à adresser à François Hollande en vue d'un dialogue? Je crois que le principal message qui doit lui être adressé doit l'être par le peuple français. Les sondages en France montrent bien le message que Hollande devrait écouter davantage, à savoir qu'il est le président le plus impopulaire depuis les années 50. Monsieur Guy Mollet, président du Conseil depuis 9 mois, est à son banc, au banc du gouvernement, entouré de plusieurs ministres, et puis on apporte une dépêche. Nationalisation du canal de Suez. Et immédiatement, la nouvelle fait le tour de tout l'hémicycle. Et immédiatement, la colère monte. On peut dire qu'il y a unanimité. Qu'est-ce que c'est que cette nationalisation, sinon une gifle que Nasser a donnée à l'Occident? Et il faut répondre à cette injure, il faut y répondre tout de suite. Certains parlent d'aller bombarder tout de suite Alexandrie, c'est aller un peu vite en besogne. David Cameron dit, effectivement, il n'est pas impossible que nous procédions comme bon nous semble. Est-ce qu'on va agir avec la Grande-Bretagne? Oui. De même que Guy Mollet à Paris est très tenté aussi d'intervenir, et Christian Pineau, ministre français des Affaires étrangères, s'entretiendra téléphoniquement. On se concerte en permanence avec Sir Anthony Eden. Sir Anthony Eden qui lui dira qu'il a réuni pendant la nuit son conseil des ministres et qu'il y a unanimité chez les ministres britanniques. Et sur cette question-là, nous avons des positions identiques. Et l'on est décidé à agir. À Londres et à Paris. Eden et Mollet sont décidés à intervenir. Oui, mais comment? C'est tout le problème justement parce que on ne peut pas improviser une intervention militaire sans l'appui des États-Unis, sans l'approbation au moins des États-Unis. Alors on attend cette approbation. Et si ça n'est pas fait, que fera la France? La France est une nation souveraine, madame. On est donc sur la même longueur d'onde. Anglais et Français sont d'accord. Il y a tout de même une différence. La seule chose, c'est, je rappelle que ces régimes qu'on dit si durs, et ces régimes comme par exemple, rappelez-vous le dictateur d'Albanie, il avait dit l'anglais c'est la langue de l'impérialisme, c'est pour ça d'ailleurs que l'élite albanaise parle français. Et la Syrie c'est la même chose, en plus d'être un simple producteur. L'Orient est compliqué, hein. Général de Gaulle l'a dit le premier, mais je pense quand même qu'on est en train d'assister à une redistribution des cartes de très grande ampleur, dans laquelle la France ne joue aucun rôle. Aucun, alors même pas l'Union européenne, moi qui suis un eurosceptique inguérissable, ça ne m'étonne pas. Mais pour le coup, on devrait être, par tradition, parce que nous avons des soutiens, des amis, parce que les élites syriennes sont francophones, les élites libanaises le sont, alors tentez plus, les Kurdes aiment les Français, on est présent sur place, enfin, tout ce que j'ai vu pendant cette semaine me dit, la France a un rôle majeur à jouer, mais nous réduisons les postes à l'Institut français du Proche-Orient, alors qu'il y a des archéologues, des historiens, des économistes, des linguistes qui vont aider les Kurdes à rétablir aussi leur patrimoine historique, former des doctorants, etc. Nous fermons des écoles, des ambassades, des consulats partout en ce moment et on devrait être en première ligne sur cette... et on n'y est pas. François Hollande renoue avec l'atlantisme, une vieille tradition socialiste. Déjà en 1991, en pleine guerre du Golfe, François Mitterrand est clair, il faut intervenir en Irak aux côtés des Américains. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Une ligne interventionniste qui remonte à la SFIO des années 50. Historiquement, les socialistes sont plus proches des Américains que les gaullistes. D'ailleurs, en 2003, Jacques Chirac refuse de s'engager en Irak.
Alors aujourd'hui, en suivant la voie américaine, la France fait figure de meilleur élève de la classe OTAN. La non-reconnaissance de la Chine pendant des années, De Gaulle l'a reconnu. Ça, c'est de nouveau la force morale d'un pays qui est indépendant. Mais maintenant, on ne penserait pas à la France dire, écoutez, on n'applique pas les sanctions contre l'Iran. On n'imaginerait pas ça. Mais on devrait. Sur l'impérialisme, on a fait avaler l'impérialisme au nom de l'ingérence pour les droits de l'homme. Donc on a donné un emballage de gauche, acceptable par la gauche, ayant perdu toute perspective et toute analyse des relations internationales. On a fait un renversement total. On s'est aligné sur les positions qui sont in fine celles de la communauté. Bon. On a tué notre propre comment dirais-je, possibilité d'autonomie. Tout à coup, nous étions dans une situation où 10 ans après la rupture entre la France et les États-Unis sur l'Irak, la France était devenue notre meilleur allié, le pays avec lequel nous étions le plus d'accord sur la Syrie. Les Freedom Fries étaient déjà loin. Vive la France! God bless America. Dieu bénisse l'Amérique et que vive l'alliance entre nos deux grands pays. In honor of the United States of America, of the President Barack Obama, Michel, long live the United States, vive la France. Je vous ai